Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, quand je reçois mon bill d'électricité, ça me fait toujours jumper. Mais avec l'énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 % sur un service clé en main. Thermostat, abonnement de 2 ans gratuit d'une valeur de 1 700 $. Visitez le telus.com/Énergie Québec pour plus de renseignements. C'est une offre limitée aux propriétaires résidents de l'île de Montréal, de Laval, de Québec, de Lévis et de Rimouski. Tréma est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Wouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Épisode numéro 5 du KO Show. Encore une fois, un show bien chargé. Matt. Salut Pat. Salut. En forme? oui. Parce que là, j'ai en train de penser que tout ce qu'on avait à parler parce que bien des affaires qui se sont passées. Juste remercier encore une fois les gens qui nous suivent sur nos plateformes. La plateforme de YouTube. Je suis très surpris d'avoir vu le following sur la page Facebook aussi du KO Show. Merci de nous suivre. Là. Beaucoup de commentaires aussi. Ouais. On les lit, on les répond aussi. Je sais que toi aussi, t'es on répond. J'adore la personne qui a dit que je ressemblais à Marc-André Barriot. Bon. Ah ouais? C'était un compliment. J'aime sa force de frappe à Marc-André. on va prendre le positif là-dessus. Exactement. Continuez à nous suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de KO Sport. Abonnez-vous sur le site aussi de KO Sport. Il y a des exclusivités pour les abonnés payants aussi. Vous avez l'application KO Sport aussi, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir devant votre écran, vous pouvez l'écouter, peu importe ce que vous êtes. Donc, downloadez cette application-là, vous allez avoir accès à des concours aussi si vous êtes abonné sur le site de KO Sport aussi. Donc, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. C'est encore une plateforme nouvelle, donc on s'ajuste avec le monde. Et là, il y a des belles choses qui s'en viennent en 2026. Je pense que ceux qui vont être abonnés à cette chaîne-là, à cette plateforme-là de KO Sport, on va avoir bien du fun là-dessus. Ça va frapper fort. Belle application en plus, pour vrai. C'est user-friendly et tout, ouais. Exact. Et on commence avec le premier round. Round 1. Matt, au premier round, ce qui s'est passé cette semaine, je pense que là, il faut prendre un temps, un moment de silence. Oui, c'est important, je pense. Un moment de silence pour se recueillir. Parce que ça fait partie de nos... En tout cas, on est un peu de la même génération, tu es un petit peu plus jeune que moi, mais quand même, tu as vécu avec ce monsieur-là. Ça fait 20 ans que M. Miyagi est mort. Wow. Cette semaine. Ça, c'est quelque chose. Pat Morita, qui a marqué... c'est ça son vrai nom, je savais. Oui, c'est ça. Pat Morita, c'est son vrai nom, M. Miyagi. Donc, ça fait 20 ans cette semaine qu'il est mort. On va pas faire 10 minutes là-dessus. Mais je trouvais ça cool de juste dire un petit clin d'œil là-dessus. Puis je pense que ça a fait partie, tu sais, Karate Kid. Ben oui. Écoute, ça a fait partie de notre enfance. C'est un film légendaire dans la culture pop. Les trois petits ninjas, ils avaient joué là-dedans. On rêvait tous d'être eux. Ouais. N'importe qui est né dans les années 80, début 90 connaît M. Miyagi. Repose en paix, 20 ans déjà, la légende. Déjà, exactement. Pendant que Daniel San a refait des remakes. C'est vrai. Écoute, c'est un remake, je veux pas dire poche de Karate Kid, mais il faut que ça soit cheesy de même pour qu'on s'accroche au nouveau Karate Kid là, sur Netflix, Cobra Kai. Puis tu regardes ça, là, je pense qu'il exagère un peu dans les saisons. Là, mais les deux premières saisons, moi, j'étais accroché. Ben oui, puis c'était la folie. Tout le monde écoutait ça. T'as-tu réécouté Karate Kid dans les dernières années? Le vrai, là. Juste la fin, on dirait. La toune. Ça vieillit drôlement, je trouve. Ouais, tu sais que cette toune-là, You're the Best Around, là, ils l'ont composée pour Rocky en premier. Hein. Ah ouais. Puis, exact. Puis finalement, ils ont décidé de laisser aller, puis ils ont composé Eye of the Tiger à la place. Je pense que ça a marché aussi. C'était pas aussi. Mais You're the Best Around, la première fois qu'ils ont composé cette chanson-là, c'était pour le film Rocky. Ah ben, ça c'est drôle. Ben écoute, deux tunes légendaires pour deux films légendaires. En fin de semaine aussi, il s'est passé, il y avait une coupe de Jiu-Jitsu, coupe Mastermind au centre Pierre Charbonneau. On en parle parce que mon co-host ici a gagné. Yes. Un Black Belt, Master 2. Master 2. C'était mon retour. Félicitations. Merci Pat. Ça a bien été. C'est ton retour. Ça faisait un petit bout que tu n'avais pas compétitionné. 1 an et demi, j'avais mis des choses, j'avais mis ma passion de côté. J'avais mon petit défi en politique et municipal. Mais ça fait du bien. C'est quand tu quittes quelque chose un certain temps que tu te rends compte que tu aimes ça autant qu'avant. C'était on sait que le Jiu-Jitsu, il n'y a pas de frappe, mais tu as quand même un petit shiner. Ouais, ça. L'ironie du sort, c'est que c'est arrivé le dernier training le jeudi avant compé. On est allé fort pour bien se préparer pour la compé. C'est tous les gens de mon école qui le faisaient aussi. Puis bon, une belle petite tape, un petit shiner. Ma réponse officielle, c'est que j'ai pas écouté ma blonde. Fait
C'est pour ça que j'ai le shiner, mais bon, ça c'est... Ouais, Salut, incapable. Bichtam. Hein. Ouais, incapable. Ouais, vraiment capable. Ouais, Ceinture incapable. bleue. Ceinture blanche du jiu-jitsu. Voilà. Voilà. Ce qui est passé, en fait, on va revenir sur le samouraï. Ouais. Ce qui s'est passé à Gatineau, on en avait parlé beaucoup pour faire la promotion. Ça a été un beau gala, encore une fois. Julien Leblanc, qui était allé gagner en finale, c'était chez eux, il avait rempli la place. Performance, écoute, on peut rien enlever à sa performance, il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Un adversaire peut-être pas de taille, Non. mais il reste que, tu sais, il a fait ce qu'il fallait. T'sais, si l'adversaire n'est pas taille, il n'est pas supposé passer plus que. Pas supposé se rendre à la décision, ben c'est exactement ça qu'il a fait. Exact. Puis, tu sais, adversaire de dernière minute, là, le remplacement, c'est un peu un miracle qu'il a réussi à trouver un combat en si peu de temps pour Julien. Tu sais, on en parlait la semaine dernière, Pat. C'est pas plus facile, même si l'adversaire était de moindre envergure. Pour Julien, là, il se prépare pour un gars depuis un certain temps. Là, tu arrives, je pense que en 48 heures, ça s'est booké. Ouais. C'est tough, là. Tu sais, de bien paraître. C'est comme lose-lose pour toi. Tu sais, pour Julien, il défonce. C'était ça qu'il a supposé. C'est un jambon. Il paraît mal un peu. Ah ben là, Julien Leblanc, mon Dieu. Tu sais, je veux dire, dans les circonstances, il a super bien fait, je trouve. Ben c'est ça. Son adversaire, Ryan Horovic, qui était une victoire, 5 défaites avant son combat contre Julien. Julien qui est allé le finir. 3e finition de suite. 5e combat, 5e victoire de suite aussi pour Julien Leblanc, qui est rendu à 33 ans. On en a parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines. Il s'en va où, Julien? J'aimerais ça discuter avec. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est pas une grande connaissance, mais je le croise des fois à l'occasion. Il s'en va où avec sa carrière? C'est ça, est-ce qu'il a l'ambition de rester localement puis il continue comme ça, ce qui est tout à fait correct. C'est bon d'avoir un gars comme ça au Québec, mais y a-t-il une aspiration haute, aller plus loin, peut-être de rechercher peut-être une shot à Contender ou dans une autre organisation? Bonne question. Il reste quand même silencieux là-dessus, Julien. Il y a eu en demi-finale Michael Dufort aussi, qui s'est battu face à un adversaire. Écoute, il avait manqué le poids de 4 livres en plus. Il n'avait pas l'air trop sérieux, mais Dufort qui l'a défoncé, on va se le dire. Le ground and pound extrêmement violent. 3e finish de suite pour Michael Dufort, son adversaire qui était Ribeiro. Il était quand même beaucoup d'expérience. 21 victoires, 13 défaites avant sa défaite contre Dufort. Et Dufort qui plaide sa cause, qui dit là, l'UFC va bien voir que je suis capable de finir mes gars. Puis que, il avait pris de travers un peu que le show à Montréal, si c'était Prépolek qui avait pris. Parce qu'il était. Il a passé en avant de lui. Mais Prépolek, il l'a battu. Ah, il avait battu Dufort. Exact. Puis, écoute, je me mets à la place de Mick, oui, c'est frustrant, mais en même temps, c'était pas un vol non plus pour Prépolek qui se batte contre Benoît Saint-Denis en plus. C'était pas une facile. Mais Mick, écoute, qui se rapproche de plus en plus, je pense, de son objectif. C'était une bonne performance dans les circonstances, encore une fois. Mick est toujours prêt, on le sait. Il a montré des belles choses encore une fois. Son ground and pound était bon. Il y a eu de la petite polémique autour de ça aussi après son combat en entrevue. Je répéterai pas les mots, mais il était pas content. Il a dit « fuck him » en parlant d'un autre podcast qui a été où les commentateurs étaient un peu sévères à son endroit. Mais tu sais, moi, je suis dans la critique. Je trouve que ça fait partie de notre job. Il faut qu'on fasse ça. Bon, je trouve que ça avait été vraiment... Mais tu sais, en même temps, Dufort, il n'a pas choisi ce gars-là. Tu sais, s'il pouvait choisir des gars avec des plus gros noms ici au Québec, puis c'est là tout le problème. Tu penses-tu que Daniel Lafont aimerait pas ça faire venir des gars qui ont des plus gros noms, puis une plus grande envergure, puis une plus grande visibilité? C'est difficile, là. Tu sais, les gars, ils se battent contre les gars qui se sont proposés, puis l'important là-dedans, c'est d'avoir des séries de victoires. Tu sais... C'est vrai que c'est peut-être pas des combattants qui vont le faire ressortir, mais l'important là-dedans, c'est qu'ils partent sur des séries de victoires et qu'ils finissent ses adversaires. Exact. C'est ce qui fait Mick. Exact. Et je comprends, là l'UFC connaît Michael Dufort. Mais ils le connaissent. Je comprends que là, il y a peut-être besoin de se battre contre des plus gros noms pour le faire valoir, mais c'est pas de sa faute. Là, l'UFC aussi, ça leur prend une raison pour t'amener dans l'organisation. Si tu es sur une séquence de 10 victoires par décision. On va en parler tantôt avec Tommy. C'est peut-être ça le problème présentement. Mais il reste que, tu sais, si tu finis tes trois derniers adversaires avant la limite, t'es pertes maintenant. C'est facile de dire, lui, on l'amène. C'est un finisher. Parce que c'est un finisher, puis c'est un spectacle qui va nous donner un spectacle. Donc là, pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Puis on le voit souvent dans les poids lourds. Tu regardes les poids lourds, ils reviennent. Ça fait 6 d'encore au premier round qui ont dessus. Mais tu regardes tes adversaires, c'est des jambons, là. Mais l'UFC s'en fout de ça. Ouais. L'UFC a besoin d'une raison pour t'amener dans l'organisation. Si le gars est vendeur, si le gars il finit ses gars, si le gars est spectaculaire, c'est ça que présentement que Dufort fait. Mais en même temps, ça marche
un petit peu plus quand tu es moins connu de l'organisation. Puis là, Dufort, lui, il est connu de l'organisation. C'est ça, ils savent c'est qui. Parce que c'est toi qui m'avais expliqué ça justement. Quand tu es un newcomer, ils veulent une raison, ils t'amènent. Exact. Mais quand tu as soit frappé aux portes ou été dans une autre grosse organisation, tu es connu des matchmakers du UFC, ils en veulent un petit peu plus côté adversaire. Mais comme tu dis, c'est pas la faute à Mick. La critique qu'il y a eu à son endroit qui a fait dire fuck eux, c'est que justement, il critiquait les adversaires que Mick a affrontés dans les derniers combats. C'est pas de sa faute à lui. Puis ça relance tout le débat au Québec, justement. C'est difficile. Il y a eu des rumeurs après le combat. Là, tout le monde veut voir Mick Dufort contre le jeune Antoine Chaput. Antoine Chaput. Chaput qui l'a corrélé aussi. Oui, il l'a call-out également. Le talent, il sort par les oreilles à Antoine Chaput. Les match-ups locaux, on aime ça. Mais les gars veulent pas se battre ensemble au Québec. Ouais. Bien souvent, ça, c'est un problème aussi. Fait qu'un gars comme Daniel Lafont se ramasse à être obligé d'aller chercher des gens à gauche, à droite, même rendu avec des combattants mexicains maintenant qui fait venir. C'est pas facile. Je me mets dans la peau du promoteur. C'est difficile. Puis on le sait, il n'y a pas des millions dans cette industrie-là. Là. Fait que les gars, tout le monde s'entraîne ensemble au Québec. C'est un petit monde. Hein? Ouais, c'est un petit monde. Très petit monde. Il y a aussi Tommy Morrison, 26 ans. On en parle, c'est un talent né. Ça, c'est pas la question. Il a 10 victoires, 0 défaites, invaincu en 10 victoires, 9 décisions. Puis, tu sais, moi, je l'aime beaucoup, Tommy. C'est un gars qui est super brillant. On s'entraîne avec. On s'entraîne avec. Je l'ai entraîné aussi. J'allais dans son coin. Un gars super brillant. Un gars très bon techniquement. Ouais. Peut-être qu'il y a l'instinct de finition, l'instinct du tueur. Tu sais, je pense qu'il est tellement... Dans la vie de tous les jours, c'est un gars qui est à l'université dans un programme, je me souviens plus, mais c'est très compliqué. Il me l'avait déjà montré, je ne comprenais rien. Mais il reste que dans le combat, il faut que tu sois un peu plus raw, je pense. Il faut que tu sois un peu plus bagarreur et moins analytique. Oui. Je pense que c'est ça peut-être, je ne veux pas dire qu'il y a un problème, mais présentement, ce qui se passe avec Tommy, c'est qu'il analyse tellement que peut-être son sentiment de finisher n'est pas là. Parce que le talent est là. C'est juste que, encore une fois, je donne l'exemple de tantôt, ça te prend une raison pour que les grandes organisations te signent. Tu es 10-0, mais tu as 9 décisions. C'est pas attrayant pour un promoteur. Tu sais, c'est pas lui que tu vas remarquer en premier. C'est ça le problème. Surtout chez Poids-Mouche, ouais. où le UFC crave des gars qui peuvent finir à 125 livres. Ouais. Fait qu'en signer un de plus qui finira pas nécessairement plus ses combats, c'est pas ça que l'UFC recherche. Puis Tommy, je suis convaincu qu'il peut finir ses combats en plus. Hey, si ce n'est qu'au sol, là, pour avoir roulé une couple de fois avec, puis ça fait déjà un bon bout, il est encore meilleur. Il est vraiment bon. J'aimerais ça le voir finir des soumissions. Moi aussi. Et puis il a des bonnes mains en plus. Il est complet. Il est vraiment bon. Il manque, je ne sais pas ce qui manque, mais il faut qu'il finisse. Il faut qu'il en finisse une coupe de surtout suite. À ce niveau-là. Mais oui. À ce niveau-là, c'est là qu'il faut que tu bâtisses ça. Jonathan Ramsey, pas été trop long. KO en 21 secondes. Ouais. Écoute, pas grand-chose à dire si ce n'est que, tu sais, Jonathan Ramsey, je pense, au niveau local, c'est toujours un non-vendeur. Bon, il est rentré avec des coups très larges, puis ça a touché son adversaire. Un bagarreur. Un bagarreur. Je sais pas où ça va l'amener dans sa carrière, ça. Lui non plus, je sais pas c'est quoi ses ambitions. Avant d'avoir été mis KO, il avait mis beaucoup d'investissement sur son entraînement. Il avait été s'entraîner en Floride, puis le kit. Bref. Performance avec Julien aussi. Oui, exactement. Ouais. Performance excitante. Est-ce que ça fait avancer? Je sais pas. Mais c'était bon. C'était bon. Il est sorti de là pas trop magané. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, Samouraï, c'était leur 17e événement. C'est ça? En tout cas, peu importe. Encore une fois, c'est le fun. Le monde se sont déplacés pour aller encourager la relève. Ouais. Ça prend ça. C'est la seule organisation qu'on a au Québec. Il faut les supporter. Pour la relève, les prochaines vedettes de demain. Il y en a qui sont là-dedans, peut-être qui vont aller plus haut. On l'espère. Il y a un beau line-up. J'ai parlé des prospects la semaine passée. Il y a un super beau line-up de prospects. Olivier Poisson qui a gagné son combat aussi. Fait que faut les supporter. Faut y aller. Gars à Gatineau, Julien Leblanc qui attire beaucoup les foules là-bas. Je n'ai pas vu c'est quoi les chiffres de la tendance qu'il y a eu là, des spectateurs, mais j'espère que ça a été rempli parce que faut supporter ça. Exactement. C'est passé aussi l'UFC au Qatar en fin de semaine. C'était pas présenté sur les ondes de TVA Sport. C'était un événement exclusif à Fight Pass. Mais c'est la première fois que l'UFC allait au Qatar. Il paraît que ça a été incroyable. D'en avoir été sorti de là, il a dit « Je pense que je viendrai ici à toutes les semaines. » Évidemment, ils ont beaucoup de moyens. Déroulé de tapis rouge. Déroulé de tapis rouge, mais même les combattants ont dit, gars, ça n'a pas rapport. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Ça a été un show, ça a revolé aussi. Ça a revolé. Encore une fois, un Fight Night qui a revolé. Un Fight Night qui avait une saveur quand même avec les deux combats principaux qu'on parlera tout à l'heure, là, mais c'était un gros Fight Night quand même.
Le retour de... Moi, je suis bien content de le voir, parce que moi, je l'aimais beaucoup, là. Kyoji Horiguchi, qui a gagné par soumission face à Ulanbekov. Lui était sorti. C'est bizarre, par exemple, parce que lui, il s'était battu ici à Montréal. La dernière fois que l'UFC était venu à Montréal, l'UFC 186. Avant, ouais. Il avait fait la finale contre Demetrius Johnson, avait perdu par clé de bras à 4 minutes 59 du 5e round. Il s'est fait passer. Qui était la dernière finale de Demetrius Johnson au UFC en plus. Exactement. Ouais. Puis, mais en 2016, il était sur 3 victoires de suite. Puis finalement, il est parti. Il est parti se battre à Ryzen. Ryzen qui commençait dans ce temps-là, fait que c'est plus connu chez lui. Il a eu du succès. Mais là, finalement, il revient à l'UFC, un combattant qu'on aimait bien gros. Puis là, ça va finir au Ulanbekov, qui est un combattant qui commençait à s'établir aussi à l'UFC. Mais tu sais, le move qu'il a fait de quitter l'UFC à l'époque, je comprends un peu. Tu sais, tu avais Mighty Mouse qui était au sommet de la chaîne. C'était à peu près les 3 mêmes gars qui se battaient tout le temps ensemble. C'était les années de Benavidez aussi, si je me rappelle. C'était les années Ian McCall, exactement. Pas vraiment de place pour lui. Tu sais, Ryzen, il y avait de l'argent à l'époque. Là. Je veux dire, il mettait de l'argent dans le show. Puis les petits poids, on le sait, en Asie, ça pogne. Mais là, il revient. Il y a de la place quand même à 125 livres, avec Pantoja qui est là comme champion. Il y a beaucoup de place pour ce gars-là. C'est intéressant. C'est intéressant. Plus. Protégé de Paddy Pimblett, Luke Riley, qui a 26 ans, qui a ses débuts à l'UFC, passe un KO. Mais solide, un crochet de la gauche, percutant. C'est un bon, lui, pour vrai. 26 ans, un beau prospect dans cette catégorie-là. Passer le KO à Bubograd. Allez voir ça. C'est une technique de boxe puissante, mais vraiment solide. Oui, vraiment. Un gars qui a l'air complet aussi, je pense. Là, fait que c'est rafraîchissant. Plus complet que Paddy. Cortez Acosta, qui s'est battu le 1er novembre dernier. On se souviendra, c'est l'espèce de controverse avec les doigts dans les yeux aussi. Ça avait pris genre 10 minutes avant qu'il revienne. Puis là, finalement, il est en train de se faire passer. Puis il revient, puis il passe un KO à son adversaire le 1er novembre. Fait la même chose. Il accepte le combat. Il a accepté le combat à 48 heures, David. C'est incroyable. On s'entend, là. C'est au Qatar. Il était pas là, là. Mais il devait être sur le bench warm-up, là. Je veux dire, il devait avoir une entente avec les UFC, je sais pas. Non. Il était pas là, là. Ils l'ont fait venir carrément. Ben oui, puis tu sais, Polo n'a pas besoin de couper du poids non plus. Sauf que quand même, tu sais, t'es allé là au Qatar, puis il passe le KO encore une fois à Gaziev au premier round. Puis là, il parle de le mettre peut-être la semaine prochaine sur le show aussi. Donc, un 3e combat en l'espace de même pas un mois. Explique-moi comment ça fonctionne, ce Pat. Parce que, écoute, selon les commissions athlétiques, t'es pas censé te battre aussi souvent. T'as une suspension automatique de 30 jours après un combat. Si t'as une coupure de combat, ça peut aller de 60 à 90 jours aussi. Si t'as un gros knockout, ça peut aller à 120 jours aussi. Mais ça, il y a toujours moyen d'aller lever cette suspension-là. Si tu vas voir le docteur, puis il va faire des tests, puis il va dire « OK, toi, t'es fit to fight ». OK, tu peux avoir ça. Oui, c'est pas de problème. Je veux dire, automatiquement, pour la protection des combattants, t'es suspendu 30 jours. Exact. Mais tu sais, si on t'offre un combat la semaine prochaine, puis tu t'es battu, là, le 1er novembre, lui, il est allé voir le docteur. Le docteur, il signe, fit to fight. Puis t'es correct pour eux. Il peut envoyer ça en commission athlétique, puis ça passe. Ben, regarde, comme Jonathan Ramsey tantôt, qu'on parlait, qui a fait un knockout en genre 20 quelques secondes. Il pourrait se battre le lendemain, on s'entend. C'est le même principe, mais... Puis, est-ce que le fait que c'était au Qatar a une incidence? Parce que j'imagine que la commission athlétique du Qatar doit pas être... Écoute, doit être assez lousse. Je sais pas. Ça me rappelle Bisping, quand il s'était battu dans 3 semaines, je pense. Il s'était battu en Chine. Chris Leben aussi. Exactement. Il y avait ça dans l'air aussi, parce que c'était dans une autre juridiction où qui était moins sévère. Non, tu sais, c'était quand même... pour Chris Leben, c'était battu contre... Sexy Ama, puis c'était battu contre Vanderlei Silva dans l'espace de 7 jours, puis ils avaient knocké les deux. Quelle légende, Chris Leben. Je me suis battu avec. Je sais. Ça avait été c'est hâte à dire, ça. Ça avait été un gros... Puis tu sais quoi, on va faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je pense que les auditeurs aiment ça, entendre ce qui se passe en arrière des rideaux. Ouais. Mon plus beau souvenir que j'ai dans ma carrière, c'est contre Chris Leben. On s'est battu le premier Fight Night de l'histoire de l'UFC. Ouais. On s'est battu, on était à la demi-finale. Puis... Puis ils savaient qu'on allait se taper dessus. Là, puis on était deux strikers. Puis j'ai perdu par décision partagée. Je pense que si je m'étais battu à Montréal, j'aurais gagné, mais peu importe. C'était serré. Mais pour vrai, là, puis on s'est tapé dessus pendant 15 minutes. Puis après ça, je m'en vais dans le vestiaire. Puis je suis démoli physiquement, mais émotionnellement aussi. Fait que je m'assois à terre. Je suis à côté sur le mur. Puis mes hommes de coin me laissent aller. Parce que là, je braille. Puis tout sort. Ben oui. Puis Chris Leben rentre dans mon vestiaire. J'en parle, j'ai encore des frissons. Puis ça, c'est en 2006. Là. Oh, wow. Puis il rentre dans mon vestiaire, il s'assoit à côté de moi, il met la main sur la cuisse, puis on reste là pendant 20 minutes.
sans se dire un mot. Après ça, après 20 minutes, il me donne 2 tapes sur la queue, c'est cela, puis il s'en va. Moment de silence entre deux guerriers. Exactement. Ouais. C'est le plus beau souvenir. T'es dans mon top 3 des plus beaux souvenirs de ma carrière. Puis personne n'a vu ça. T'sais, ça s'est passé en arrière. On s'est pas dit un mot. C'est juste qu'on a passé 15 minutes à se taper dessus sans qu'il y en ait un des deux qui tombe. On dirait qu'on s'est bâti un respect entre les deux. Puis il est venu s'asseoir à côté de nous. Je te dis, là, c'était vraiment... Au sport, on est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application causport.tv, ben, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'était peut-être awkward pour tout le monde autour, mais pour nous autres, on se comprenait sans se parler. C'est comme une scène de film. Ah, c'était fucked up. Là. Très hot. Ouais. Puis si t'as jamais fait de sport de combat, tu peux pas comprendre ça. Ouais, ça, c'est un bon, très, très bon souvenir. Très cool. Puis à part ça, c'est écrit dans mon livre. Je veux juste le dire. Ouais, pas ton livre, hein, je pense. Ça se peut-tu? Ah, il est là. Ah, il est là. Oral By, qui finit, qui assomme Jack Emerson. Oral By, pour vrai, là, à 170 livres, il va falloir commencer à penser à lui. Là. Oui. Il n'est pas dans le classement, mais quand même 15-2, 13 finish. Puis il a assommé sans y toucher, on dirait. Il l'a comme frôlé, mais il a tellement de puissance. Beaucoup de puissance. Il a assommé. Tu sais, Jack Hermanson qui a un certain nom quand même, tu sais, non connu, fait que c'est beau pour sa fiche. À 170, comment ça va être du trafic en tabarouette là? Commence. Wow. Ouais, on va en parler en finale aussi. Ça va devenir le nouveau 170 livres. Puis juste avant, parler de la finale, Ozdemir qui revient après 1 an, et lui non plus n'a pas niaisé. Il a passé le KO à Alonzo Monifield. J'ai trouvé, je ne veux pas dire courageux, là, mais Monifield, c'est un solide cogneur. Là. Il n'a pas hésité à échanger coup pour coup avec lui. Après 1 an d'absence, il voulait revenir solidement, puis c'est ça qui est arrivé. Ben, tu sais, c'est la meilleure façon de donner un show. On va se rappeler de toi, tu sais, ça. Parce qu'on tombe dans l'oubli rapidement, hein. Ouais. Tu sais, puis je pense qu'il a fait du bruit. La finale, pas la finale, la demi-finale qui nous intéressait beaucoup. Là. Yann Gary face à Belal Mohamed. Ouais. Alors, on se demandait comment Mohamed allait revenir après avoir perdu son titre. Ça a été du Belal Mohamed 101 qui n'a pas été capable d'arriver à ses fins. Yann Gary était bien préparé. Pas un combat autant spectaculaire que des fois Gary peut nous donner, mais il a fait la job et défendu les amener au sol à 100%. Mais Belal avait de la misère à s'ajuster de la distance aussi. Ouais, ça a été le problème. Ça a été un gros problème. Là. Puis ça n'a pas fini d'être un problème parce qu'on a vu les prospects qui s'en viennent à 170 livres ont toute cette espèce de longue portée-là. Fait que des gars du type de Belal, de Sean Brady et compagnie vont avoir beaucoup de difficultés dans le nouveau 170 livres, puis on l'a vu. Puis tu sais, Yamashita Gary, on en avait parlé la semaine passée, bonne takedown defense. C'est un bon plaidoyer pour lui quand même. Title fight? Ouais, je sais pas. Rakhmonov avant. Parce que Rakhmonov a battu. Oui, exactement. A battu Gary. Ouais. Gary qui dit j'ai accepté ce combat-là à la dernière minute. Puis Rakhmonov a dit mais je t'ai battu avec un genou qui était blessé. Ouais, c'est ça, exactement. Peu importe, les faits sont là. Mais Rakhmonov, ça va faire 1 an ça va faire bientôt 1 an qu'il est out. Fait que là, tu donnes-tu un title fight à un gars qui n'est pas actif? Ben, tu sais, c'est sûr, si tu veux un show avec du talk trash et tout, tu rentres Machado Gary contre Islam, ça donnerait du bonbon. Mais moi, je serais plus curieux de voir Rakhmonov à la place. Ouais, sportivement parlant, vraiment. Puis il s'est passé de quoi là-dessus aussi? C'est qu'il y a un doigt dans l'œil aussi. Belal m'a reçu un doigt dans l'œil, puis c'est Herb Dean qui était l'arbitre. Herb Dean qui dit la semaine d'avant que là, OK, on a eu une grosse réunion avec les commissions athlétiques, puis il n'y aura plus de passe-doigt. Toutes les fois qu'il va y avoir un doigt dans les yeux, on va enlever un point immédiatement. Qu'est-ce qui est arrivé? Business as usual, voilà. Doigt dans les yeux, tu vois qu'il est coupé quasiment à l'intérieur de la paupière. Un vrai. On laisse aller, pas de point, un avertissement, mais... Belal aurait peut-être gagné le combat. Hein? Si tu regardes au point, parce que c'était un split, c'était 2-1. Ouais, c'est ça. Ouais, 2-1 les rounds selon les jeux. Ça aurait été un combat nul. Exactement. Tu sais, puis l'ironie, comme tu dis, Herb Dean qui était sur le panel pour ça avec la commission athlétique. Exact. Bon, à un moment donné, il faut être sérieux. Les bottines ne suivent pas les babines, non, comme on va dire. C'est plat. Puis là, il y en a chaque fin de semaine, Colin. Là, on dirait que quand quelque chose se met à arriver, ça arrive tout le temps. Là, ça devient une farce. Ça devient une farce. Carrément. C'est illégal, c'est illégal. On parlait de la coupe de poids tantôt, là, que l'adversaire du fort l'a manqué. Là. Il y a une autre affaire qui est arrivée, c'est le KSW, en tout cas en Pologne. C'est quand même une grosse organisation en Pologne. Là, puis il y a beaucoup des Polonais ont passé là. Puis ils sont rendus à l'UFC comme Jan Brovich. Eux autres, maintenant, ce qu'ils font, c'est que si tu manques le poids, ils enlèvent un point en partant. Ah ouais. Ça, c'est rough. Ça, c'est intéressant. Ben,
On peut le débattre parce que, tu sais, tu enlèves un point sur quelque chose qui n'est pas arrivé encore, OK, mais fais le poids. Moi, je serais plus ouvert à enlever encore plus d'argent dans les poches. Moi aussi. Moi, je pense que c'est là que ça va... Tu sais, que t'enlèves de l'argent dans le portefeuille d'un combattant. Ça fait bien plus mal que t'enlèves un point en partant du combat. Comme tout dans la vie. Tu veux ralentir la vitesse et les routes, mets les gros tickets. Voilà. Parlant de quelqu'un qui a bien de l'argent, puis on l'expliquera tantôt, Arman Tsarukyan. Lui, il en a du cash. Puis c'est pas à cause de du UFC. Fait ça pour le love, hein, lui. Fait ça pour le love. Arman Tsarukyan qui démonte Hooker. Ouais. Quand même, c'est quand même sorti d'une bonne guillotine qui était assez profonde, on va se le dire. Ouais. Mais il a marché dessus. Dan Hooker a eu sa chance. Là, ouais, c'est ça. Il est arrivé exactement ce que je pensais dans ce combat-là. Là. J'ai parlé de Dan Hooker. Je n'étais pas impressionné de ce match-up-là. En tout respect pour Dan Hooker. Mais non, Tsarukyan... Ce combat-là a failli pas arriver. En plus. À peser. Ouais, exactement. Tsarukyan est arrivé, il a donné un coup de tête. Qu'est-ce que t'as pensé? Imagine, il donne un coup de tête, puis là, c'est pas arrivé. Mais le fais. Il le fait, là, le combat est annulé. C'est fini, là. Quel move de cave, on va se le dire, là. Moi, j'aime tout le théâtre aux côtés de tout ça. Ouais, j'adore ça. Mais là, ça, c'était pour de vrai. Quand les gars, ils se poussent un peu ouais. tout, on aime tout ça, je pense. Ça vend bien le sport. Mais coup de tête, là. Non, puis il était arrivé, il y avait un élan. Puis à quel point il y avait du heat entre les deux, qu'il y avait de la chaleur entre ces deux gars-là, pas vraiment. Là, je pense pas qu'il y avait une histoire. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas un gros build-up de haine entre ces deux gars-là. Je pense que Tsarukyan veut faire du bruit parce qu'il veut sa shot. Là. Je pense que ça faisait partie de son plan de match, mais comme tu dis... Je pense, là, tu sais, Tsarukyan, ça faisait quand même un bout qu'il s'était pas battu, là, pour Hooker aussi. Mais là, Tsarukyan, avec cette performance-là, moi, j'en vois pas refuser. J'en vois pas d'autres. Un title fight, là. C'est contre Topuria. Mais est-ce que Topuria veut se battre contre... Ben, on en parlera tantôt dans Poke News, mais il reste que... On dirait qu'on essaie de l'éviter, là. Ben, t'as des combattants comme ça. Mais des fois, je comprends. Le UFC essaie d'éviter, ou même le camp adverse essaie d'éviter un certain combat parce que le gars est vraiment bon et dangereux et il t'amène peut-être pas un star power plus grand. Ouais. Mais Tsarukyan, oui, là, il y a ça. Très populaire d'où il vient. Tu sais, il fait la grosse vie. Là. On s'entend, là, on sait qu'il vient d'une famille riche. Là, très riche. Très, très riche. Il travaille dans la construction. Oui, c'est ça. Ah, we are a construction worker. Ah, ouais, nice. Ça va bien. Il se promène en G-Wagon monté. Il y a un jet privé. Tout. Ouais, je mets de côté mes bourses de combat pour... OK, c'est bon. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça y aura un gros build-up de fight en arrière de ça. Je comprends pas pourquoi... Il faut que ça soit lui. J'en vois pas d'autres en ce moment. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que ça soit lui parce que là, tu imagines, tu mets... Déjà que Paddy a le combat. Tu mets Pinblett, tu mets Gagey. Gagey, il y a un gros nom, mais mettons, tu mets Pinblett en devant de Tsarukyan. Moi, je pète un plomb. Là. Si je suis Tsarukyan, ben oui. Je suis comme... C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui va arriver. Là. On s'entend. Là. Je pense que c'est officieusement signé. Là. En tout cas, on verra bien. C'est à cause du deal de télé et tout. C'est pour ça que je parle. Ouais, puis c'est à cause qu'ils ont fait un build-up aussi à un moment donné. La dernière fois que Topuria a gagné, Pinblett est monté dans l'octogone. Puis ça, c'était pas supposé. Dana White était vraiment pas content de ça. Ah ouais, j'avais pas vu que c'était pas supposé. Exact. La même soirée, c'est Joshua Van qui était monté dans l'octogone face à Pantoja qui avait gagné. Ça, c'était correct parce qu'on savait que Joshua Van allait se battre au titre. Mais là, ça, c'était pas prévu. Puis là, ça a comme créé une espèce d'engouement que l'UFC voulait pas. C'est pas tout de suite. Je pensais que c'était stagé, ça. Non, pas l'affaire de Topuria. En tout cas, c'est parce que là, Pinblett, après, ça va fait rouler dessus par Topuria, ce qui va arriver si le combat arrive. Il vaut quoi, Topuria? Il vaut quoi, Pinblett? Il a le plus gros fanbase du monde. En tout cas, je pense que les auditeurs comprennent que je suis pas un fan de Paddy Pimblett. En tout cas, fait que c'est ça. C'était l'UFC au 14. Je pense qu'on va y retourner aussi prochainement. C'est la première fois qu'on allait là. Un événement extraordinaire. Il paraît que là-bas, c'était écœurant. Puis tout le monde, même Dana White. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'argent là-bas. Là, fait que c'est pas sûr qu'il va cracher sur le 14. Là, mais il a dit écoute, ça a été incroyable. Donnez-moi-en des cartes de jour, j'aime ça. Pendant ma compé de Joe, je regardais ça. Fait que c'était parfait. Parlant de Joe, et c'est passé, on en parlait la semaine passée, de Crown. Ouais. Brianna Sainte-Marie, qui en a parlé ici. Brianna Sainte-Marie qui affrontait une nouvelle étoile montante. Ouais. La fille d'André Galvao, Sarah Galvao, 19 ans. On se demandait si la jeune de 19 ans était prête pour une combattante expérimentée contre Brianna Sainte-Marie. Je pense que oui. Oui. Malheureusement, pour Brianna, c'est plate. On aime ça en parler quand que nos Québécois rayonnent. Là. Elle a perdu. Puis il n'y a pas de shame ici. Écoute,
Jiu-Jitsu, une bonne journée donnée, n'importe qui peut battre n'importe qui, surtout à ce niveau-là. Sarah Gavao, quelque chose. On la regarde tous aller depuis qu'elle est adolescente, depuis qu'elle est jeune. Puis c'est drôle parce qu'André Galvao a vraiment bien fait les choses avec sa fille. Il n'a pas cherché à 4 ans à la mettre partout sous les projecteurs. On a commencé à la voir autour de 12-13 ans. Fait que, écoute, elle est très, très solide. Ses 2 parents sont black belt. Elle a grandi chez Atos Jiu-Jitsu, une des plus grandes écoles au monde. Puis elle l'a démontré. Elle a battu Brianna Sainte-Marie. Grosse victoire, puis elle a éventuellement gagné The Crown aussi. Fait que, tu sais, no shame pour Brianna. Des fois, on se console avec ça. Ouais, j'ai perdu contre le gagnant du tournoi. On l'a tous déjà dit au Jiu, ça. Mais là, c'est quand même vrai. Elle a gagné le Crown, puis de façon décisive en plus. Grosse vedette, plus montante. Je pense que ça vient être la consécration de sa rise, là, quand même. Il y a d'autres faits saillants qui s'est passé cette fin de semaine-là aussi. Hein? Ouais, Cole Abaté. Puis c'est ça un peu, je veux parler. Beaucoup de jeunes vedettes en Jiu-Jitsu. J'en avais parlé avec les frères Rutulo qui se battent aussi en MMA chez One Jiu-Jitsu aussi. Cole Abaté, un autre adolescent qu'on a vu, il est rendu à 21 ans maintenant, mais on l'a vu à partir de 14 ans. À 16 ans, il se battait ADCC pour les trials puis tout. Oui, exactement. Ça a été un des plus jeunes champions aussi. C'est quelque chose, lui, c'est du côté de Art of Jiu-Jitsu avec les frères Mendez qui a grandi là. Justement, il a commencé comme à 4 ans. Son père est black belt également. On a toute une nouvelle génération de kids. Jiu-Jitsu qui est un sport pas de late boomer, mais où souvent les grands champions, ça avait 28, 30, tu avais des gros champions à 35 ans, c'était encore le cas. Mais là, les jeunes au Jiu-Jitsu, on dirait qu'à cause, je sais pas, du côté force plus adulte, on voyait moins les jeunes avoir du succès tôt, mais là, c'est le cas. Là. Les kids sont champions du monde à 19-20 ans. Là. Ben, on en a parlé au 2e ou 3e show, je pense, que l'évolution de ce sport-là, de Jiu-Jitsu brésilien envers les jeunes, c'est incroyable. Hein? Les cours d'enfants de Jiu-Jitsu brésilien dans chaque école, comparativement à 5 ans, sont remplis. Là. Mon gym est à Saint-Amable, dans une petite ville de 14 000 âmes, puis j'ai 80 enfants dans mon programme de Jiu-Jitsu. Je veux dire, c'est complètement fou. Ouais. Mes kids ont compétitionné en fin de semaine. C'était loadé chez Mastermind Cup, là, justement, au Centre Pierre-Charbonneau, cette fin de semaine. Il y avait 600 quelques compétiteurs. Je sais pas c'était quoi le ratio d'enfants, mais c'était au moins à moitié. Wow. C'est très vivant. Puis voilà, avant, le Jiu-Jitsu, hein, toi, tu as commencé ça dans la vingtaine, toi, avec. Moi, j'ai appris que ça existait parce que je voulais commencer le MMA. J'arrive au coach, au coach de Jiu-Jitsu. Quand est-ce qu'on donne des coups de pied? Il me dit du Jiu-Jitsu ici. Ah ouais, nice. Finalement, ça a été ma force. Mais bref, j'ai appris ça à 20 ans, je pense que ça existait. Maintenant, les kids, 4 ans, ils commencent. Fait qu'on a la première génération de grands athlètes, comme dans tous les autres sports. C'est vraiment stimulant. Ça fait le tour de Crown? Oui. C'est passé à la boxe aussi. Il y a un gros combat qui s'est passé en fin de semaine. David Benavidez qui a conservé ses titres WBC et WBA intérimaires. Des poids lourds, légers. Passé KO au 9e round sur Anthony Yard. On se demande ce qui se passe avec Benavidez. Qui va être le next? On en parle parce que est-ce que ça pourrait être Beterbiev? Ça serait vraiment excellent. Ça dépend tout de Beterbiev, je pense. Qu'est-ce qu'il veut pour sa suite? Est-ce qu'il veut Beterbiev revient de sa première défaite en carrière face à Bivol. Exact. Après ça, il y a eu Majority Draw, je pense, contre Bivol. Ça se peut-tu, son 2e combat? Parce qu'il a perdu le premier. Il y a déjà 2 combats de fait. Il a gagné le premier. J'ai un blanc. Moi, je pense il a gagné le premier, puis après ça... il a perdu contre Bivol. En tout cas, bref, il a perdu contre Bivol. J'ai hâte de voir ce qu'il veut, Beterbiev, pour la suite. Je pense que Benavidez, c'est une belle alternative. Un numéro 3 contre Bivol, peut-être pas tout de suite. Mais Benavidez, solide. Il a encore démontré qu'il était là. Ben, tu sais, il était vaincu à 31 combats, 25 KO. Ouais. Puis contre Beterbiev, 21 victoires, 20 KO, 2 solides cogneurs. Je pense que tout le monde veut voir ça. Les vendeurs. Puis il n'y a pas tant de noms à 175 livres. Il y en a, mais ça tourne autour de 3 à 5 noms maximum. Moi, je serais très friand de voir ça. Puis pour nos auditeurs qui aiment la boxe, mais qui ont un peu de difficulté à comprendre les titres, là, on a Benavidez. T'écoutes ça en fin de semaine, t'es sur ton divan, t'es comme « Ah, wow, c'est le champion du monde ». Ouais, mais non. Mais non. Champion régulier. C'est facile de se perdre dans les ceintures à la boxe. C'est ça le plus gros défaut de la boxe en ce moment, que j'aime tellement ce sport-là en plus. Mais là tu as le champion régulier WBC, ce qui était Benavidez, mais Bivol est le super champion. Fait que dans le fond, c'est lui le vrai champion, mais l'autre, c'est le demi-champion. C'est un peu compliqué, je pense. Ouais, mais dans tout, tu as les ceintures argent, après ça, intercontinental, à gauche, à droite. Là, on peut se perdre pas mal là-dedans. Là. Exact. Mais c'est un combat de haut niveau. Là. Ben oui. Benavidez, c'est sérieux. Moi, j'aime ses mains, j'aime sa puissance. Quand même gros dans le ring, mais il parle de peut-être monter à cruiserweight en haut.
Ce qui pourrait être intéressant aussi. Là. Moi, j'aimerais bien ça voir contre Beterbiev. Ben, moi aussi. Je pense que 175 livres, c'est sa division. Là, ouais. Ça cognerait. Ça vendrait. Ouais, ben imagine, on amènerait ça à Montréal. Ça serait quand même... gros cogneurs, solides. Ouais, pourquoi pas? On serait dû pour un gros blockbuster comme ça ici. Là. Ça serait le fun. Ouais. Imagine, là, on sait que Derek Paul Pomerleau va se battre le 20 décembre. Il gagne le Grand Prix de WBC. Ouais. Tu fais ce combat-là, Beterbiev contre Benavidez à Montréal ici, en sous-carte, en demi-finale, tu as Derek Pomerleau qui se bat peut-être pour le WBC, la Silver Belt, qui pourrait après. Tu amènes des Kim Clavel. On serait capable de remplir, peut-être pas le centre belle, mais une place belle, je pense qu'on serait capable de le remplir solidement. Avec ça, Beterbiev avait quand même apprécié les Québécois, je pense. Là. Ouais. OK, on s'entend, c'est pas le gars le plus impliqué dans mais la communauté. Centre belle version théâtre, maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais moi, je me rappelle d'un Diaconou contre Jean-Pascal, que c'était cette version-là, je pense. C'était loadé, c'était écœurant. Moi, je verrais ça. Demi-finale, Norman. Ouais. Contre Haney. Oui, Devin Haney. Pourquoi on en parle? Parce qu'Haney, c'est un nom que je pense son action à la bourse vient d'augmenter. Grosse victoire contre Norman, qui est un adversaire coriace. C'était le 3e titre mondial dans le cas d'Haney, qui vient de gagner le WBO à 147 livres. En rappel, il était champion linéaire à 135 livres, a tout cassé dans cette division-là. Il a gagné aussi championnat WBC ou WBA de mémoire à 140 livres. Et là, dans une 3e catégorie. Lui, il est vraiment dans les catégories de poids qui permettent de monter, là, vraiment. Tu sais, qu'un jour peut avoir des combats, justement, un peu comme un Crawford, qui peut monter jusqu'à 154, 160, peut-être 168 livres, selon sa carrure. Puis il y avait des doutes sur à 147 livres, va-t-il être petit un peu? Il n'y a pas eu de doute pantoute. Là. Grosse victoire. Grosse victoire exactement pour lui. Fait que ça, dans la boxe, c'est pas comme en MMA. En MMA, les catégories de poids sont 15 livres. Quand c'est plus bas, c'est 145, 155, c'est 10 livres. À partir de 155, on monte de 15 livres. C'est quand même un gros gap. Là. La boxe, c'est 7 livres. Donc, c'est plus facile peut-être de s'ajuster là-dedans. Là. 100%. Je pense que c'est bien fait pour ça aussi. Puis, surveillez quand même ce gars-là. Il a battu quand même Yorkis Gamboa dans sa carrière, 135 livres. Puis, Visseli Lomachenko, rien de moins. Fait qu'il est très, très sérieux. Pas beaucoup d'exposure encore. Mais je pense qu'on va parler beaucoup de lui prochainement. Ben oui, Lomachenko. Lomachenko, puis il n'y a pas eu tant d'exposure que ça. Là. Zéro. Je comprends peut-être que Lomachenko était peut-être en fin de carrière, mais il reste que c'est fucking Lomachenko. C'est comme quand tu bats Canelo en fin de carrière, tu as battu Canelo quand même. C'est ça. Ouais, surveillez-le. C'est ce qui s'est passé en fin de semaine. Un gros résumé de pas mal plusieurs sports, encore une fois. C'est ce qu'on fait, nous autres, ici. Et ça nous amène au round 2. Round 2. Round 2, pas de UFC en fin de semaine. Même pas à Fight Pass. Congé, Pat. Ouais, ça va faire deux semaines de suite, là, parce que les Fight Pass, on les fait pas, nous autres. Fait que, mais là, c'est vraiment congé. Il n'y a pas de UFC rien du tout. en fin de semaine. C'est assez tranquille, la fin de semaine prochaine, au niveau des sports de combat. Il y a des choses qui se passent quand même. Peut-être que le monde ne savent pas ce qui va se passer, notamment le championnat du monde de kickboxing qu'on va parler. Mais là, on va revenir, évidemment, il y a le build-up qui se fait à tous les jours, à toutes les semaines, des nouvelles qui sortent. C'est sûr qu'on va jaser de Jake Paul face à Joshua jusqu'à temps que ça arrive le 19 décembre. On peut pas en parler. On peut pas en parler. C'est juste que là, il y a eu le premier face-à-face. Ouais. C'est-tu moi ou Paul a comme réalisé ce qui se passait rendu au face-à-face? Tu sais, t'as bien beau te promener avec une grandeur nature, faire des photos avec une grandeur nature en carton de Joshua, mais là, quand Joshua est à côté, il fait ça de même, puis il le regarde. Là, tu vois, Paul, il fait... son langage corporel, on dit... Fuck! C'est ce qui va arriver, là. T'sais, à moins qu'il joue une comédie puis c'est tout un acteur, là, je pense qu'il a vraiment réalisé aussi le fait. Parce que t'as bien beau signer un contrat avec un gars, pas sûr qu'il l'avait déjà rencontré en personne non plus. Là, non, mais je veux dire, t'as un 6 pieds 6, 250 livres, shred en avant de toi, un boxeur expérimenté, toujours actif. Oui, tu sais, fin de carrière, mais pas fin de carrière. Tu regardes le dessus de la tête de même. Je pense qu'il a fait une blague puis il arrive au plexus. Là. Ça se peut que tu sois un peu intimidé. D'ailleurs, sur la vidéo qu'on parle de ça, sur nos réseaux sociaux, beaucoup de commentaires de nos auditeurs. Puis ça j'aime ça entendre nos auditeurs comme ça. Hey gang, je pense la même chose que vous autres. Moi aussi, je trouve que c'est un cirque autour de ça. Mais là, on a quand même un vrai combat de boxe. Plus intéressant que Davis. Définitivement. 10 fois plus. 10 fois plus. Puis tout le monde a donc peur que ça soit arrangé. Parce que, hey, on a déjà eu des bons arguments là-dessus. Pat aussi. Moi aussi, je regarde les combats de Paul depuis le début. Moi, je peux te dire à des endroits, ben, tu veux... C'est louche. Je veux pas dire que je suis pas d'accord à 100%. Mettons 75%, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que Paul
c'était tellement un bon gars de marketing qui a bien choisi ses adversaires. Tu sais, quand il s'est battu contre Mike Tyson, tout le monde, il aurait pu le frapper là, il aurait pu le frapper là. Tyson, il s'est retenu. Tyson a 60 ans. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Là. Oui, il paraissait bien dans les vidéos avant le combat. Il frappait sur le sac là, pendant 12 secondes. C'est facile de bien paraître. C'est correct. Mais tu sais, à un moment donné, on vivait d'espoir. C'est pour ça qu'on a été déçus parce qu'on dit Mike Tyson, on vit d'espoir. On se souvient quand on jouait à Punch-Out ou whatever. Mais à un moment donné, il faut que tu te rendes à la réalité. Puis Paul, c'est pas un mauvais boxeur. Non, il boxe bien quand même. On s'en va ailleurs. Là, mais est-ce que si ce combat-là passe le 3e round? Tout le monde, c'est pas supposé. Non. C'est pas supposé. Là, il faudra se poser la question, puis c'est là que je suis d'accord avec nos auditeurs. Moi aussi. Là, si ça passe au 3e round, puis là, vous allez rire, j'en ai de ça avec ma blonde hier, parce que même elle, c'est tellement mainstream. Ouais. C'est là que c'est fort. Quand ta blonde qui coûte 0 la boxe te jase de ça, parce qu'elle-même sur ses réseaux, elle voit ça, elle me dit mais là, ça peut pas être truqué, parce qu'après, il pourra plus faire de combat. Tu sais quoi, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. C'est ce que Jake Paul a amené à la boxe maintenant, qui n'existait plus là 5-6 ans. Le monde reparle de la boxe, même si c'est un show, peu importe. La boxe, je ne veux pas dire qu'elle était morte, mais au niveau spectacle, c'était comme ça plafonnait depuis des années et des années. Il a redonné de la visibilité, de la lumière à la boxe aujourd'hui, même si c'est un show, peu importe. Lui, il prend ça au sérieux, par exemple. Il s'entraîne pour vrai. Ah oui, il est en forme, le gars. Il faut donner ce qu'il a fait à la boxe quand même. Là. Il a remis beaucoup de lumière sur ce sport-là. Oui, puis ce que j'apprécie de lui, au-delà de son combat de freak show à lui, les combats qu'il fait, c'est que ses sous-cartes sont legit. Ouais. Il amène vraiment des nouveaux talents, beaucoup de place à la boxe féminine, fait que ça, tant mieux. Mais ouais, moi aussi, ça passe le 3e. Joshua qui s'entraîne avec Usyk, qui l'a battu 2 fois. Usyk a battu 2 fois Joshua. Ouais. Il s'entraîne avec lui. Eddie Hearn a dit que si Joshua perd ce combat-là, il faut qu'il prenne sa retraite. Oui. Puis tu sais, tu dis le combat qui est arrangé. Moi, je me mets dans le pot à Joshua. Okay? Je suis déjà millionnaire, plus qu'une fois. Ce combat-là va me donner 50 millions. Est-ce que... si le combat est arrangé, il faut qu'il y ait plus d'argent dans ses poches. Là. Je veux dire, si je te bats, il faut que je te redonne un autre 50 millions, peu importe. Parce que t'as legacy après un coup. Mais il est déjà millionnaire, ce gars-là. Il a déjà son histoire. Il a été champion de toutes les promotions, à part WBC, que c'est Usyk qui l'a battu 2 fois. Est-ce que ton héritage... Tu vas-tu te laisser battre par Jake Paul, puis donner cette tâche-là, puis sortir, prendre ta retraite quand tu t'es fait battre par, je vais dire, un YouTuber, même si, vous le savez, là, je trouve que c'est quand même un bon boxeur, mais il reste que c'est quand même ça, un influenceur. Imagine quelle tâche à ton dossier. Imagine, faut que tu vives avec ça toute ta vie après. Là. On va toujours t'en parler. On va toujours t'en parler, puis on va toujours dire, mais non, c'est arrangé. Comme si Floyd avait accepté de perdre contre McGregor à l'époque. Ouais. Pour plus de... Ouais, il y en a qui disent, ouais, mais Mayweather a retardé pour donner un spectacle. Ça reste que Mayweather s'est jamais fait knocker. Mayweather a une défensive extraordinaire. Ben oui. Joshua, son menton, il n'est plus ce qu'il était. Il est suspect. Il est suspect au corps aussi. Fait que, tu sais, il peut pas jouer avec Jake Paul. Tu sais, je veux dire, il peut pas jouer là-dessus. Il peut pas dire, OK, au 4e round, m'ouvrir la machine. Au 5e round. À boxe, tu sais jamais. Tu sais, il peut passer un lucky punch, il peut passer n'importe quoi. Je sais pas, man. Hey, peut-être je vois ça... Non, je vois pas ça, gros. C'est ça qui est. C'est ça qui est ça. C'est carrément comme si... Tu sais, j'ai fait une analogie la semaine passée. Là, c'est comme si moi, j'affronterais Raphaël Lovato qu'on parlait la semaine passée. Je suis une pas pire ceinture noire de jiu-jitsu localement, mais je me bats contre justement une légende. J'ai pas rapport. Moi, je vois ça comme ça. Tu sais, Jake Paul, at best, c'est un bon boxeur. Il est pro. Boxeur calibre pro, mais local. Tu sais, il a 35 ans, il est arrivé le plus gros upset de l'histoire de la boxe. The Century. Ouais. Buster Douglas, qui a knocké Mike Tyson au 10e round. Jusqu'à ce jour, c'est encore la plus grosse surprise. Il était pas favori, 42 contre 1. Ouais. Imagine. Puis il l'a knocké au 10e round. Si Paul bat Joshua, tout le monde dit ça va battre ça. Là. Ça va être la plus grosse l'histoire, le plus gros upset de l'histoire de la boxe. Oui, mais là, la machine à rumeurs le lendemain, c'est arrangé. Tu sais, c'est pas supposé arriver. Mais oui, c'est aussi gros que ça. Moi, c'est sûr, je vais mettre une petite pièce ou deux sur Jake Paul qui est à 7 contre 1. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Ça va monter, ça. Ben, je pense que oui. Mais bref, ouais, c'est ça. Mais moi, je vois Joshua juste planter son jab d'en face à Jake Paul. Ouais. Mon Dieu. Mais dans la réalité, là, ce combat-là ne serait pas supposé passer 2 rounds. Là. Non. Dans la réalité. Ouais, j'ai hâte de voir. Mais là, on vit dans la fiction des fois. On vit dans la fiction. on vit dans les influenceurs. On verra bien. Mais en tout cas, regarde, on en parle.
on n'en aurait pas parlé autant si ça avait resté avec Davis. Ça serait mort à notre 2e épisode. En tout cas, moi, perso, je vois pas l'intérêt de jaser de ça. Mais là, oui. Ça se passe le 19 décembre à Miami. On avait parlé d'Anderson Silva qui se battait contre Chris Weidman. Weidman s'est blessé au bras. Pas une belle blessure. Pas une belle blessure. Puis, en tout cas, Weidman, je comprends pas. Moi, il l'aime bien. Là, mais il a perdu un premier combat à l'UFC. Ça a été invaincu. Après ça, la chaîne a débarqué. Ouais. C'est un gars qui est quand même bizarre. Il se dit, pour vrai, je pensais jamais me blesser à la boxe. Comme si ça pouvait pas arriver. Un égo démesuré quand même, Chris Weidman. Il est spécial. Il est spécial. Plus que croire en ses moyens. Là. Lui, il était comme le choisi. Là. Il croit en ses moyens, puis il croit beaucoup au bon Dieu. Au bon Dieu. Mais peu importe. Finalement, c'est Tyron Woodley qui va le remplacer. On va pas faire 10 minutes là-dessus, mais Anderson Silva contre Tyron Woodley en sous-carte, en très très sous-carte. Je pense que c'est le deuxième combat de la carte là-dessus. Mais en demi-finale, il faut revenir aussi, il faut pas oublier Leila Baudouin qui va tenter de devenir championne du monde face à Baumgartner. Pas un combat facile, mais elle a sa chance. Puis, vois-tu, là, j'achète l'argument. Là, dans un combat de boxe, tout peut arriver. C'est quand même 2 filles de haut niveau. On va revenir sur le Jiu-Jitsu. Parce qu'on voulait faire un segment là-dessus qu'il y a beaucoup, beaucoup de stars à Hollywood qui font du Jiu-Jitsu et de plus en plus, c'est devenu public. On en parle beaucoup, beaucoup. Pourquoi on en parle? Parce qu'Ashton Kutcher a reçu sa ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien cette semaine. C'est une fierté. Que tu sois n'importe qui, que tu sois Ashton Kutcher ou gars de Blainville, tu reçois ta ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, c'est une fierté, tu veux le montrer. Ouais. Puis c'est ce qu'il a fait de ses réseaux. Ça, c'est cool pour notre sport. Puis écoute, Ashton Kutcher, on le voyait depuis plusieurs années. Il y a tellement de noms maintenant qui font du jiu-jitsu. C'est un sport, on le disait, c'est en croissance, c'est à la mode. Puis le pourquoi, il est facile à comprendre pourquoi les vedettes font du jiu-jitsu à ce point-là. C'est un art martial vrai, qui fonctionne pour vrai. Puis dans un cours, tu as l'opportunité de te battre pour vrai aussi, à chaque cours, sans manger de coups sans avoir de black eye comme moi, mais ça, c'est autre chose. Ça arrive des fois quand même. Mais bref, tu ne reçois pas de coups. C'est un acteur qui fait des films d'action en plus, c'est super bon pour ta condition physique. Ça t'apprend à ta mobilité, tout le kit. Super bonne façon d'être en forme. C'est énorme. À LA, là, les vedettes font beaucoup de jiu-jitsu. Ça avait commencé à l'époque. Là, moi, je me rappelle, je pense à ceinture bleue, je suis avec Paul Walker, ceinture brune. Feu Paul Walker, je capotais. Fait que c'est hot, ça a comme suivi. Tu as tellement de noms là, qui en font maintenant. Non, c'est ça. Il y en a qui sont publics. Là, Tom Hardy, évidemment, qui a déjà compétitionné. Il compétitionne régulièrement. Tom Hardy. Là, tu arrives sur le tapis, puis je pense que c'est une ceinture bleue à cette heure. Ou mauve. Ceinture mauve. Là, t'as Tom Hardy en avant de toi. T'es comme, what the fuck? T'imagines ça t'arrive? Ça serait écœurant. Demi Lovato, Robert Patterson, puis Giselle Bundchen. Évidemment. Je sais pas si elle a fait encore du jiu-jitsu, mais je sais qu'elle est partie avec son coach. C'est autre chose. Mais il reste que, tu sais, ce sport-là est mis de l'avant de plus en plus, puis c'est une explosion depuis les 3-4 dernières années. C'est fou, là. Ça prend encore plus d'ampleur. Ouais. Un autre nom intéressant, Mario Lopez. Qui en fait, puis il compétitionne également. Fait que c'est vraiment le fun. Anthony Bourdin, qui est mort aussi. Bourdin, c'est ça son nom, le gars qui faisait des reviews de cuisine à travers le monde. Là. Lui, il avait compétitionné aussi. Il y a tellement de gens qui en font. Fait que c'est le fun à suivre pour vrai. Mais Tom Hardy, allez voir ses combats. Il est bon pour vrai. Non, mais il est legit, là. Puis, tu sais, quand je disais là, les arts martiaux mix, ou les arts martiaux, pardon, en général, ça t'amène une humilité. Ouais. Ce gars-là, pas besoin de faire ça dans la vie. Là. Zéro. Mais il s'en va sur le tatami avec du monde qui peuvent le battre. Mais lui, c'est plus Tom Hardy. Là. Ouais. Il s'en va sur le tatami, il va faire du jiu. Exact. T'sais, imagine, là, ces gars-là, ils ont de la misère à sortir de leur maison, puis ils sont tellement populaires, puis le monde s'accroche à eux autres. Lui, il s'en va dans une compétition de jiu avec des nobody. Puis, il est correct, ça soit. Il attend son tour. OK, vas-y, c'est à toi. Ils vont compétitionner. Je trouve ça vraiment cool. Ça te rend humain. Ouais. Puis, écoute, on repassera, là, mais il y a d'autres personnalités. Il y a un mois environ, on avait oublié de parler de cette petite nouvelle-là, mais l'ancien chef du NPD, Jack Meeting, a fait une compétition à Ontario Open, compétition que j'ai faite souvent en plus. Il a fait un retour, il en faisait avant, il l'avait déjà dit. Puis là, il a fait un retour du jiu-jitsu. Il a gagné la médaille d'or en absolute, en plus, dans sa catégorie. Puis j'ai vu, lui avec, j'ai regardé ses footage. Legit, une très bonne lutte, puis tout. Fait que c'est de tous les horizons. Ça, je trouve ça c'est quand même cool. Puis là, le 5 décembre, il y a un gros gala de jiu-jitsu aussi. Hein. Exact, c'est Who's Number One. Ouais. Toujours sur Flow Grappling, le fameux channel que je vous parle souvent. Grosse carte, c'est du jiu-jitsu professionnel. Encore une fois, on parlait de l'argent dans le jiu-jitsu. Les gars sont payés, tout. Des ceintures à l'enjeu. C'est un gala, ça, c'est pas un tournoi, c'est vraiment des super fights. Exemple, moi contre Patrick Côté, combat de 15 minutes pour la ceinture, exemple. On serait payé pour faire ça?
Ouais, on essaie dessus. Ouais, on va se maquiller encore. Puis, gros combat. En finale, tu as Felipe Pena, légende qui a battu 2 fois Gordon Ryan, qui affronte Luke Griffith, qui est plus un upcoming. Il est rendu bien établi. Grosse vedette qui s'entraîne avec John Danaher. Une sommité dans le sport. Fait que ça, c'est pour la ceinture des poids lourds. En demi-finale, on a Diego Pato contre André Corbet. Diego Pato, explosif ses combats. Si vous êtes fan de ça, allez voir ça. Et on parlait des jeunes tantôt. 3e championnat, c'est chez les poids plumes des femmes. Elena Crevar qui affronte Juliana Bosher. Elena Crevar, c'est l'équivalent, c'est la rivale pour les 20 prochaines années de Sarah Galvao, qu'on a parlé tantôt. Ouais. Se sont affrontés 2 fois. Sarah l'a battu 1 fois. Récemment, à CGI, Elena Crevar réussit à soumettre Sarah Galvao avec un heel hook. Ces filles-là vont s'affronter encore 22 fois. Wow. Puis ça, écoute, c'est des adolescentes. Elena, avec sa famille, a décidé de déménager au Texas il y a quelques années, quand elle avait 14 ans, pour aller s'entraîner avec John Danaher, la sommité en jiu-jitsu. Et nice, elle a un beau branding. Elle a comme des lulus comme ça quand elle se bat. Une bête, là. Vraiment. Puis il donne un show des finisseurs en plus. Le show se passe au Texas. Ouais, c'est au Texas. Sur Flow Grappling. Flow Grappling. Si vous êtes fan... C'est le 5 décembre. Ouais, si vous êtes fan, pas mal tout se passe là. Allez voir ça. Fait que c'est le 5 décembre. Gros gala. Ce qui se passe présentement à Abu Dhabi, c'est le championnat du monde de kickboxing. Ouais. C'est le WAKO, c'est la World Association Kickboxing Organization. WAKO Canada qui est là. WAKO Canada qui a 3000 membres à travers le pays. Rien à moins. 200 clubs dans 11 provinces et territoires. Et présentement, c'est les championnats du monde à Abu Dhabi de kickboxing. Puis pourquoi qu'on vous parle de ça? Parce que c'est 150 pays, 2000 athlètes. L'équipe canadienne est là, puis c'est composé de 60 personnes, dont 10 Québécois qui sont là. Mais surtout, il y a Annie Lachance de Val-Bélair à Québec. C'est sa 2e fois qu'elle va participer au championnat mondial. Puis ça se passe présentement dans le cadre des Masters. Donc, ça se passe du 24 au 29 novembre. Les finales sont en fin de semaine. Encore une fois, on peut regarder ça sur le net, sur kickboxinglive.tv. Je trouve ça cool de jaser de ça, oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité sur le kickboxing, mais quand même, à travers la planète, je pense que le kickboxing, c'est un des arts martiaux qui est le plus populaire, dans le top 3 facilement. Et là, on a des Québécois qui s'en vont là. Il y a 10 Québécois sur l'équipe canadienne qui sont à Abu Dhabi présentement qui compétitionnent. Écoute, sport, comme tu dis, très populaire. C'est tellement un vieux sport maintenant qu'on l'oublie. Comme. On a déjà une sommité, là, Jean-Yves Thériault aussi. Là. Il y a eu des gros galas au Québec de kickboxing. Doc Rufus qui était ici. C'est vrai, Doc Rufus. Ouais. Fait que, grosse ressurgence, je pense, du kickboxing. Il faut en parler. Mais c'est beaucoup plus européen quand même. On en entend plus avec Glory et tout ça, qui font des gros galas. Il y a des grosses vedettes. Pereira vient de là, Alex Pereira, Adesanya viennent de là aussi. Plein de vedettes. En Amérique du Nord, un peu moins. C'est malheureux. Voyez-vous, comme nous, à l'Académie Connexion, on a des cours de kickboxing 3 fois par semaine. C'est loadé, c'est super populaire avec Yohan. Mais télévisuellement ou pour l'amateur, on n'en parle pas. Non. C'est plate un peu. Puis c'est ça que je trouve cool de notre show, on en parle. T'sais. Annie, la chance, on va avoir le temps de. La semaine prochaine, on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Mais c'est ça. On veut mettre dessus de la lumière, on en a parlé depuis le premier show, sur les athlètes d'ici qui sont capables de performer à l'extérieur puis qu'on n'en entend pas parler. C'est tellement important. Je trouve ça encore cool. Puis ça, cette nouvelle-là, encore une fois, que je trouve encore plus cool, moi, je n'étais pas au courant de ça. Puis toi non plus, tu n'étais pas au courant de ça. Non, je l'ai pas vu passer. C'est quelqu'un qui nous écoute. Puis il m'a écrit, il dit ça, là, ça pourrait-tu être intéressé? Ben oui, on connaît beaucoup ça, mais on connaît pas tout, surtout de ces affaires-là. Fait que c'est une référence d'un auditeur qui m'a envoyé ça. Je dis, ben c'est sûr qu'on va en parler, c'est sûr et certain. Fait qu'on va surveiller Annie Lachance de Val-Bélair qui compétitionne en fin de semaine. C'est notre 5e épisode, puis déjà on a une communauté qui nous feed. C'est vraiment cool. Puis gênez-vous pas avec ça. On peut pas tout connaître, tout savoir. Moi, ce que je veux qu'on parle prochainement, c'est quand les gros tournois de la NCAA de lutte de American Wrestling vont arriver aussi. Je veux lutte olympique, je veux qu'on jase de ça aussi. Tu sais, je veux qu'on parle de tout. Ça, c'est le fun. Fait que on reviendra, mais Gabe Stevenson, on en a parlé dans le troisième show, en tout cas, gagné son 2e combat MMA. Pas été difficile. Un knockout facile là, dans une organisation mineure, mais il reste que, tu sais, moi, je suis poids lourd dans l'UFC, je le vois en arrière, qui c'est une figure extrêmement connue, champion olympique de lutte. Je regarde ça, j'espère que ça n'arrivera pas tout de suite.
Puis là, il wrestle même pas. Non, c'est exact, Là, il c'est fait ça. juste boxer pour faire Ben, il les wrestle finis. même pas. Regardez voir Oui. Il a fait un crochet puis un double leg en même temps. T'es comme, Exact. ouais, comment que ça marche pas? Dans la même séquence. Ouais. Tu sais, on s'entend qu'il va être plus flashy en ce moment, puis c'est normal, mais ce gars-là, ça va être un vrai problème. Ouais, ça va. Oui. Ouais. Moi, je suis pas là. Je regarde en arrière et me dis, Un autre. un autre. Mais, ouais, non, c'est pas un autre. Il est comme unique. Lui. Oui, il est athlétique. Il est très, très athlétique. Ben, c'est ce qui s'en vient sur la planète des sports de combat. Et on passe au Hypoke News. Hypoke News. Hypoke News, c'est une nouvelle qui nous ont écarté les yeux, crevé les yeux, ce qui s'en vient. L'UFC 324, le premier gala à numéro, parce que c'est plus de pay-per-view maintenant aux États-Unis, le premier gala à numéro Paramount. Ça va être bizarre, ça. Ouais, mais il faut que ça reste. Tu sais, les galas à numéro, on va faire des plus grosses cartes, des combats de championnat, puis des affaires, des gros noms. La carte commence à se dessiner. UFC 324, beaucoup de rumeurs. Là, on parle, premièrement, main event, Amanda Nunes face à Kyle Harrison. On répète, Amanda Nunes n'est pas battue depuis juin 2023. Ouais, Fait un retour. Après ça, Alex Pereira face à Carlos Ulberg. Ouais. Pour le championnat de 205 Ça fait du livres. bruit beaucoup en ce moment, ça. Là. Ben, Ulberg est 13-1 avec 9 finishes. Ah ouais, il est dangereux. Tu sais. Pas 9 victoires consécutives. Donc, oui, Ulberg, il est très, très solide. Puis c'est un bon kickboxer aussi. Et Jean Silva face à Brennan Allen. Ça aussi, ça pourrait revoler. On commence à construire cette carte-là tranquillement. Là. Ah, ça va être intéressant. On a hâte que les cartes déroulent. Là. On est comme tout sur hold à cause du deal de télé là, qui est annoncé, mais que je pense qu'à cause d'ESPN et tout. Fait que des grosses cartes comme ça. Amanda Nunes, je suis curieux de voir. Je sais que l'argent fait foi de tout, mais c'est un retour. Elle est à la retraite. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que Kyle Kyle Harrison, ça va la coller au sol. Un avantage à Harrison, même si Nunes, c'est une black belt aussi, mais c'est pas la même chose. Mais il va falloir qu'elle réussisse à rentrer à l'intérieur. Je veux dire, au niveau du striking, ça ne ressemble pas. Nunes est largement supérieur. Même si ça fait 2 ans qu'elle ne s'est pas battue. Je veux dire, tu ne perds pas tes skills de striking. Vraiment meilleur, mais pas aussi rapide. Je pense que Kyle Harrison va couper facilement distant. Facilement. C'est un grand mot, mais combat intéressant. C'est là que tu vois. Mais les noms reviennent à 135 livres. C'est ça qui est intéressant. Une bonne stratégie des deux côtés. Ouais. On avait parlé aussi de Topuria qui aurait peut-être eu sur cette carte-là. Et là, je pensais que c'était fait. On parlait de Tsarukyan tantôt que peut-être Topuria ne veut pas le croiser, mais là, on dirait que ça devient de plus en plus évident. Parce que Topuria, il dit, moi, si on ne me donne pas un combat de championnat du monde face à Pimblett, je laisse ma ceinture vacante, puis je vais aller me battre contre Makhachev. C'était ça le but au début, de faire ça à 155 livres. Mais là, il va monter à 170 livres pour se battre contre Makhachev. Et là, on donnerait le combat de Gagey face à Arman Tsarukyan, un combat de championnat du monde. Que Gagey veut, il dit, si j'ai pas un combat de championnat du monde, si Pimblett passe en avant de moi, je prends ma retraite, je sac mon camp. C'est tellement mêlé, cette histoire-là. Beaucoup de choses. Ouais, exact. C'est beaucoup de choses. Là, ça, je trouve ça un peu plate de Topuria. Je comprends que le gars, il a une très grande estime de lui, puis avec raison. Mais là, clairement, ça peut pas être une plus grande preuve qu'il se sauve de Tsarukyan. Définitivement. Tsarukyan, c'est ça que je trouve plate, encore là, une fois. C'est pas juste un bon combattant qui peut faire mal paraître, mais qui a pas un gros... ça donnerait un blockbuster. Là. Moi, je veux voir Tsarukyan bien avant Paddy Pimblett puis de Gagey. Ouais. Puis là, tu sais, le fait de peut-être aller sauter à 170 livres pour affronter Makhachev tout de suite, là, c'est ça que je veux pas que le UFC prenne comme tangente avec les combats qui montent de division. Je veux pas voir 2 lightweights se battre à 170 livres. Je veux voir un lightweight qui monte puis qui affronte après des vrais 170 livres comme il a fait avec De La Mandela. Là, aller faire un super fight, faites-le à 155. Ouais, défends ton titre au moins une fois. Au moins une fois avant de commencer à vouloir te sauver. Mais Tsarukyan, c'est un problème pour tout le monde. Rapide, elusive, comme on dit. Là, ça sort de partout. Il est bon, ça. La seule défaite qu'il y a eu à l'UFC, c'était face à Mateusz Gamrot. C'était discutable. C'était très discutable. Ouais. C'était une grosse bagarre de lutte. Il y a eu des beaux scrambles dans ce combat-là. C'était de toute beauté. C'était un amateur de lutte. C'était beau. Là. Puis Gamrot, à l'époque, il était un gros nom aussi. Ouais. Il était très bon, Gamrot. Ouais, mais depuis ce combat-là, Tsarukyan... Jamais ralenti. Vraiment, c'est bien plus amélioré, Gamrot. Ah, ouais, vraiment. Mais, je regarde ça, puis je me dis... Je dis, ça peut pas être plus clair que Topuria veut pas rien savoir de Tsarukyan. Je pense aussi, puis... Ouais, faut pas que ça prenne cette tangente-là, de prendre le combat facile. C'est ce qui fait à force de MMA, tu sais. Du UFC, c'est de voir les combats qu'on veut voir. Puis, tu parlais de Gagey tantôt, que je respecte et que j'aime beaucoup. On aime tous le voir se combattre. Ouais. Mais tu sais, il a eu ses chances au titre.
ça serait pas pertinent de le voir non plus. Mais en même temps, quand il dit qu'il prend sa retraite, si Pimblett passe en avant de lui, je le comprends aussi. Ben, oui, tout. Ben, tu sais, Dan Hooker, qui était en conférence de presse avant le combat cette semaine, la semaine passée, le journaliste lui a dit, savais-tu que Pimblett est rendu 4e ou 5e? En tout cas, il est en avant de Dan Hooker. Puis Dan Hooker, il dit, Ow! Comment ça se fait? Comment il fait pour être rendu là? Il n'a pas battu grand monde. Il a battu Tony Ferguson. Il n'a pas battu... OK. C'est ça, mais... Puis Hooker était là. Mais comment? Comment il a fait pour se rendre en avant de moi? T'sais? Ça relance tout le débat des classements UFC qui sont très suggestifs, disons. Ouais, puis les classements du UFC, c'est pas l'UFC qui est fait. C'est des journalistes, c'est des experts, une dizaine d'experts, des sites comme MMA Junkie, MMA Mania, puis Sherdog, qui vont faire, OK, ils les mettent là-dedans. Mais je vois pas comment tu peux mettre Pimblett en avant de Dan Hooker. Ben, ouais, avant ce combat-là, ouais. Oui, avant celui-là, mais tu sais, c'est ça. Parlait des soumissions de Tsao Khan qu'il a faites. Vous allez voir, il faut le chercher, là, mais il reste que ça s'est passé en Allemagne à Octagon avec un K, Octagon 80. C'est un triangle inversé. C'est le Brésilien Henrique Madureira qui a passé un étranglement triangulaire inversé. Son adversaire est allé avec un takedown, il l'a levé dans les airs. Puis là, il était dans le dos, la tête quasiment dans le cul de l'autre. Mais il a fermé son triangle, puis il l'a soumis debout en plus. Ah, puis il passe. Exact. Fait que ça, on parlait de. C'est sûr qu'au dernier show, on va faire notre review des codes de l'année puis les soumissions de l'année. Ça va être dedans. Celle-là va être dedans. Bon, mon sport, ceux qui le pratiquent pas, ou ils disent, tu sais, souvent j'ai des petits commentaires genre, c'est bizarre des fois vos positions, là, tu sais, comme quand on est en position nord-sud. Qui pourrait s'apparenter à une position plaisante dans d'autres. 69. Dans d'autres situations. Bravo, Pat, tu l'as eu. Non, ben on va appeler un chat. On va dire vraies affaires. Tu sais, il y a des fois des positions de jiu-jitsu, t'es comme, OK, si tu connais pas ça, t'as jamais fait ça, t'es comme, OK, c'est bizarre. Ouais. Bon, lui, ça en a été une. T'as carrément. Le gars, là, son nez, après le combat, devait sentir le péteux de l'autre parce que c'était particulier. Mais tabarouette, c'est spectaculaire en même temps. Il a endormi un gars debout avec un triangle. L'installer. Puis là, on parle de deux gars entraînés qui se battent, qui savent se battre. Bravo. Ouais, fait qu'allez voir ça se passe à Octagon, O-K-T-O-G-A-N 80, c'est en allemand. Octagon. Octagon. Ça doit être comme ça. Octagon. Rico Venhoven. Si vous ne le connaissez pas, c'est un des plus grands kickboxers de l'histoire. Il a été 11 ans champion de Glory, qui est la meilleure organisation de combat debout dans le monde. 22 victoires de suite. Il a décidé de laisser sa ceinture des poids lourds. C'est venu de nulle part. Honnêtement, personne ne l'a vu venir. Il n'y a pas eu de build-up. Ce gars-là est très, très populaire. Il a 1,2 million de followers sur Instagram. Là. Puis c'est un bel athlète. Mais là, tout le monde se demande, il n'est pas si vieux que ça. Il n'a pas fait sa carrière. Puis il a dit aussi, c'est un au revoir. C'est pas un adieu. Sauf que là, on entend à travers les branches que l'UFC sera en discussion avec lui de l'amener chez les poids lourds, un kickboxer comme ça. Comme Stevenson au niveau de la lutte, un gars de kickboxing qui arrive chez les poids lourds comme ça, pas sûr c'est une bonne nouvelle si ça se concrétise. Vraiment pas, en tout cas pour les autres, mais pour nous comme amateurs, oui. Puis le UFC commence à piger de plus en plus dans ce type d'athlète-là. Comme je te dis, on l'a vu avec Alex Pereira, avec Adesanya, on l'a vu avec d'autres combattants également. J'ai dit 1,3, c'est 2,3 millions d'abonnés. C'est énorme. C'est énorme. Mais le kickboxing, là, comme aux Pays-Bas, justement en Hollande, des pays comme ça, c'est immense. C'est le sport national là-bas, là, avec le soccer, oui, mais c'est vraiment énorme là-bas. Des légendes qui viennent de là. Fait qu'amener un gars comme ça, puis l'UFC a le don de bien les build-up aussi. Tu sais, Pereira, on se le cachera pas, il y a eu des match-ups favorables au début. Il n'a pas pogné des gros wrestlers pour commencer. Là, maintenant, il est un vrai mixed martial artist. Mais quand tu build-up ces gars-là, tu sais, c'est comme si tu partais, en étant une sommité d'un sport, tu adaptes ça au MMA, c'est faisable. C'est excitant. Tu sais, c'est des finishers, ces gars-là. C'est des masterpieces qu'ils font. Chez les poids lourds, on a parlé de Stevenson, qui est un excellent lutteur, mais dans l'UFC, il n'y a pas, des gros lutteurs. Le roster est ordinaire, puis c'est des athlètes, ça. C'est ça qui est le fun. C'est plus les gros heavyweights, comme on c'est plus des Ryan Nelson. Derek Lewis, Big Country, qui était tout un athlète. Ah, mais c'était une black belt. Hey, puis ce gars-là, il se déplaçait. Tu le regardais rouler. Il a déjà battu Frank Mir dans une compétition de jiu. Ryan Nelson qui bat Frank Mir dans une compétition de jiu. Ça a l'air que son cardio n'était pas vilain. Là. Non. Tu sais, pour sa stature, c'est pas particulier. Mais bref, c'est des vrais poids lourds athlètes maintenant. Moi, je veux voir ce gars-là demain matin. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, il va coûter cher, par exemple. Ouais. Il va coûter cher, mais je pense que si on l'amène dans un gala en Europe,
le retour sur l'investissement va être assez profitable. Puis on le sait, comme dans tout sport de combat, les heavyweights, c'est ça qui vend. Ouais. C'est ça qui est vendeur. T'sais. Exact. Tu mets ça contre un autre gros cogneur ou peu importe. Puis, tu sais, là, il se passe beaucoup d'affaires là, chez les poids lourds. Là. Il va y avoir le combat de revanche à Spinal contre Gann. Ouais. Et là, Dana White a dit le gagnant de ces deux-là va avoir le combat face à John Jones. On part peut-être à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui va arriver? Là, Pereira qui veut monter. On en a parlé la semaine passée chez les poids lourds pour se battre contre John Jones. À la Maison-Blanche, peut-être. Tu sais, là, des poids lourds, c'est excitant. C'est excitant, là. Tu sais, ça a été longtemps une division qui était... Moribond, on peut dire. C'est encore une division qui est peu profonde. Ouais. Mais il reste que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Évidemment, John Jones, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Il fait couler beaucoup d'encre. Tu veux le voir se battre. Tu veux se voir se battre, exactement. T'imagines Cyril Gann contre ce gars-là? Ça serait spectaculaire. Là. Ça serait spectaculaire. Ouais. Mais je pense que ça serait plus spectaculaire face à Thomas Spinall. Parce que ce serait pas kickboxing contre kickboxing. Ce serait... Ben, ça serait puissance contre puissance. Tu sais, Gann, il est puissant, mais il est très léger. Il bouge beaucoup. Ouais. Mais tu sais, il est pas planté. On veut bien croire que le sport a évolué, mais moi, des poids lourds, je veux voir encore voir des gars se taper dessus. Non, c'est sûr. C'est comme ça. C'est supposé finir en knock-out des poids lourds. C'est supposé faire ça. Mais bon. On disait qu'il peut couler beaucoup d'encre. Conor McGregor, qui est sorti cette semaine, qui est guéri. On en a parlé vite. Peut-être 2-3 semaines qu'il avait trouvé Jésus, mais on ne savait pas d'où ça venait. Là, on sait d'où ça vient. Il est allé au Mexique. Il a fait un traitement psychédélique. Un peu comme l'ayahuasca là, que le monde font, là, puis ils voient leur futur, voir leur vie ou peu importe. Mais un voyage psychédélique, lui, ça s'appelle du ibogaine. Donc, c'est une herbe hallucinogène, donc un traitement psychédélique en Mexique. Il a dit qu'il avait vu sa mort, il a dit qu'il avait rencontré Jésus, il a dit qu'il avait vu sa mort, puis comment que ses enfants étaient tristes parce qu'il avait continué ce style de vie-là. Puis il est sorti de là, un nouvel homme. Là, il va marier sa femme, je pense, dans les prochains 6 mois ou dans l'année prochaine. Il est revenu avec son coach. Même son coach a dit là, on est back à 100%. Là, il est vraiment dédiqué. Oui, exact. Bon. Jusqu'à comment je peux dire ça? Jusqu'à quel point c'est vrai ou jusqu'à quand ça va tenir, ça? C'est là que tu vois que les commotions cérébrales, ça peut affecter un être humain. Bon, je fais des blagues, là, je suis de mauvaise foi, mais tant mieux pour le show. Mais le plus gros problème avec Conor, c'est que là, le temps commence à passer. Ouais. Tu sais, la game, autant qu'il était révolutionnaire quand il est arrivé, la game a encore évolué depuis. Mais je te pose une question, là, OK? Conor, il revient très sérieux. On fait finalement ce combat-là face à Chandler. Peut-être que toi et moi, on dit mais ce combat-là vend, là. Coté. Imagine la conférence de presse. Imagine tout avant le build-up. C'est un pay-per-view. Il va être fourrette. À moins qu'avec son traitement psychédélique, il a perdu sa répartie et qu'il ne répondra plus. Imagine, il devient le gentil. Ben, il a essayé de le faire contre Cerrone. Quand il s'est battu contre Cerrone, il a essayé de le faire, avec le sa gentil. Mère après. Exact. Puis il a gagné. Ouais. Après ça, quand il s'est battu contre Poirier, là, il est redevenu. Il a essayé de redevenir, mais c'était comme un peu cheap. Là, c'était fake. C'était plus le bon vieux Conor avec la répartie. Puis que c'est devenu Avant, il attaquait pas personnellement. Mais là, c'était devenu il attaquait personnellement. Ouais, c'était peu importe. Sa femme, je pense. Moi, j'en connais du monde qui ont fait de l'ayahuasca. Puis ils sont sortis de là vraiment changés. Puis s'ils ont vu des affaires débiles. Je peux croire qu'il a vu des affaires. Puis ça a peut-être réalisé de quoi. Mais il reste que. Conor, c'est Conor. Ben oui. Des grandes révélations, je suis toujours sceptique de ça. Je suis pas très ésotérique dans la vie, là, on s'entend. Là, puis bon, tu me dis des plantes hallucinogènes. Mais bon, on le souhaite. Puis pour le sport, j'allais dire, bon, c'est bon pour le show, un Conor McGregor contre Chandler. Ben oui, on va le regarder, on va faire bof, mais c'est sûr que l'amateur moyen, lui, va faire comme, oh my God, on le regarde, ça c'est un pay-per-view. C'est du matériel de pay-per-view carrément. Juste pour Chandler, j'aimerais ça que ça arrive. Moi aussi. Il a attendu 5 ans pour son money fight, puis il a mangé des volets pendant ce temps-là. Pauvre Chandler. Moi, je l'aime en plus. Il n'a pas eu gros de succès, Chandler, au UFC. Là. Non. Il est arrivé, il a gagné un combat. Il a donné un combat de championnat du monde après. Il a perdu après ça. Il a gagné contre Tony Ferguson, mais c'est tout. Là. Exactement. Dans le fond, il a battu Hooker, Ferguson. Puis, il a passé un poil, le champion du monde, par exemple. Moi, je pense qu'il y avait. Il s'est trop emporté. Oui, il y avait Oliveira. Puis il en a parlé en entrevue après. Mais bref, mais oui, on veut le voir, ça, contre Conor. Ça serait drôle. Mais c'est ça. Le temps passe pour Conor, commence à vieillir. Puis, tu sais, être à l'extérieur 1 an MMA, c'est comme 5 ans, tu sais. Ouais, puis lui, avec la vie qu'il a eue, c'est peut-être plus 10 ans. Il n'a pas été à l'église pendant ce temps-là. Non, c'est ça. Il a magané son corps. Vraiment. Mais, ce qu'un bateau Lamborghini peut faire.
Mais oui, entre autres, une compagnie de whisky et que tu vends à 600 millions, que tu parles. Tu sais, Ben oui. moi, j'ai tout le temps dit, l'argent, ça change pas le monde. Ça veut juste montrer la vraie personnalité des gens. Je pense exactement Tu pareil. sais, Connor, il n'est pas devenu jackass du jour au lendemain. Je pense qu'il a toujours été. Puis il avait plus les moyens de le démontrer. Quand il était sur l'aide sociale, je suis sûr qu'il était déjà comme ça. T'sais. Ou il n'y avait pas les moyens de le démontrer. Exact. C'est plus ça. Mais bon, ça, c'est bien personnel. On parle de tout ici. On parle de tout. Voilà. C'est le fun. Hein? Suivez nos Instagram pour des conseils de vie. Les conseils, les coachs de vie, on vous donnait ça. On part en tournée. Ouais, ben écoute, ça fait le tour. Déjà. C'était excellent. Mais encore une fois, on est dans nos temps. Continuez à nous suivre sur nos plateformes. Le YouTube channel. Abonnez-vous au Chaos Sport, le site web. Encore une fois, on vous écoute. Hein? On vous écoute parce que le Waco, Vraiment. ça venait de vous autres. Gênez-vous Donc, pas. Gênez-vous pas, écrivez-nous, puis on va vous répondre. Puis j'avais des amis qui cherchaient, ils voulaient nous écouter sur Spotify. C'est le Chaos Show. Fait que si tu tapes juste Chaos Show, ça sort autre chose. C'est le Chaos Show sur les Ou plateformes. downloader l'application. Vous allez tomber directement. C'est encore dessus. plus facile, l'application Chaos Sport. Aujourd'hui, au face-à-face, Matt, je reçois un humoriste fan de l'UFC Nice. qui s'est mis en top shape. Pour vrai, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, là, vous n'allez peut-être pas le reconnaître. Jean-François Mercier qui nous écoute presque à tous les samedis quand on fait des shows. C'est bien cool. Fait que ça va être bien cool de parler de ça. Donc, merci de nous avoir écoutés sur le Chaos Show, 5e épisode. Déjà. On manque jamais de sujets. Puis quand on pense en manquer, ben vous nous en donnez. Ça a popé jusqu'à matin. Ça a popé jusqu'à matin. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Matt. Merci, Pat. On se revoit la semaine prochaine. Yes.